cette séance. Des sciences et de la technologie. I'm Art Eggleton, Senator from Toronto. Je suis Art Eggleton, sénateur de Toronto, président du comité, et je vais demander à mes collègues du comité de se présenter, et je vais commencer à ma droite. I'm from Montreal, Quebec, and I'm deputy chair of the committee. Tony Dean, representing Ontario. Sénatrice Rosemary Poirier, Nouveau-Brunswick, bienvenue. Michael, over to you. Oh, hi. Mike Duffy from Prince Edward Island. And Senator Duffy's replacing Senator Ahmed. Sénateur Duffy remplace un autre sénateur ce soir. Montréal, Québec. Chantal Petitclerc du Québec. So tonight... Alors ce soir, nous commençons une étude de 3 séances sur la question des mandats d'adoption au Canada après la guerre pour les mères célibataires. Nous allons commencer ce soir, demain après-midi, la réunion régulière et la réunion régulière du jeudi matin. Nous permettrons de compléter notre étude. Ce soir, nous recevons de nombreux témoins et comme c'est noté sur l'ordre du jour, ce sont des maires et ils représentent 3 organisations. Je veux les mentionner brièvement. Origins Canada, c'est un organisme qui aide à réunir les personnes séparées par l'adoption, de même qu'une organisation qui offre de l'appui aux personnes touchées dans le cadre de pratiques non éthiques d'adoption pour réformer les politiques d'adoption en misant sur la recherche et la sensibilisation. Parent Finders of Canada, fondé en 1976, c'est un organisme communautaire national et bénévole dont la mission consiste à aider et à soutenir les membres de la collectivité de l'adoption qui souhaitent retrouver leurs proches. Et ensuite, Adoption Support et Kinship, l'acronyme ASK, est un organisme torontois qui aide les personnes à la recherche de leur famille biologique à faire leurs recherches et leurs démarches. Alors, nous allons commencer. Et d'Origine Canada, je vais demander à Valérie Andrews, directrice générale, de commencer. Et vous avez toutes 7 minutes. Et ensuite, on passera aux questions. Valérie, je veux remercier les sénateurs du comité pour cette étude et de nous avoir invités ce soir. Je m'appelle Valérie Andrews, je suis directrice générale d'Origines Canada, un organisme fédéral à but non lucratif qui offre de l'appui, des ressources, de la recherche et de la sensibilisation aux personnes séparées par l'adoption. Nous aidons aussi les gouvernements, nous offrons des ateliers d'éducation pour les professionnels de la santé mentale sur le traumatisme de l'adoption. Origins a été fondé en Australie en 1995. En plus de mes propres expériences et celles de toutes les mères et enfants adoptés courageuses d'Origins, ma thèse sur ce sujet informe ce que je vais dire. C'est pour Brian, Jennifer et Janet. La Déclaration des droits de la personne de 1948 indique que les mères et les enfants ont droit à des soins de l'aide spéciale, mais ça ne s'est pas appliqué aux mères célibataires et leurs bébés dans le Canada d'après-guerre. De nombreux Canadiens ne savent pas que dans les décennies suivant la guerre, les gouvernements fédéraux et provinciaux ont financé des politiques d'adoption draconiennes qui ont touché les mères célibataires au Canada. Certains érudits parlent du mandat d'adoption. Ma recherche démontre que le mandat a touché plus de 300 000 mères célibataires au Canada, dont un grand nombre étaient parfois violemment séparés de leur bébé par l'adoption. Dans le Canada d'après-guerre, plus de 60 maisons dirigées par le gouvernement ou les églises étaient utilisées. Avant, les mères étaient souvent envoyées vers la voie de l'adoption. C'était souvent un environnement presque carcéral où les mères célibataires faisaient l'objet de persuasions coercives et psychologiques. Il y avait un sens d'environnement contrôlé qui permettait l'utilisation de grandes compétences permettait de modifier le comportement et les croyances des personnes. Et donc, c'était une atmosphère chargée. Dans le Canada d'après-guerre, une fois dans ces maisons, les
C'était improbable qu'une mère célibataire quitte cette expérience avec son bébé. Ma recherche démontre que dans ces endroits, les taux d'adoption étaient d'environ 95%. Les taux à l'extérieur de ces maisons étaient aussi élevés, d'environ 74%. Cela compare aujourd'hui où les mères célibataires donnent leur bébé en adoption à un taux d'environ 2%. En plus de l'environnement de coercion psychologique, les femmes disent qu'elles ont fait l'objet d'agressions sexuelles, verbales et émotionnelles. Ce ne sont pas toutes les mères célibataires qui étaient dans de telles maisons. Certaines ont été envoyées ailleurs. Dans les hôpitaux canadiens, les mères célibataires ont dit faire l'objet d'agressions verbales, physiques et psychologiques, de traitements punitifs. La plupart des hôpitaux canadiens avaient des protocoles pour les mères célibataires qui étaient déclenchés lors de son admission. Les mères étaient laissées seules. Les mères étaient séparées, célibataires étaient séparées des autres mères. Les protocoles étaient enlevés alors que les mères étaient encore aux dernières étapes de l'accouchement. Le contact visuel entre les mères et les bébés était empêché par l'utilisation de divers outils. Certaines mères essayaient courir après leur bébé. Parfois, on les attachait. Les mères n'avaient pas le droit de voir, tenir ou nourrir leur bébé sans consentement préalable. Les bébés garçons étaient circoncis sans le consentement parental. Certaines mères, on disait à certaines mères que leur bébé était mort alors qu'ils avaient été adoptés. Il y a des mères encore qui ne savent pas si elles ont donné naissance à un garçon ou une fille, puisque c'était dire que ce n'était pas de leurs affaires. Ma recherche démontre qu'il n'y avait pas de réglementation concernant les mères célibataires au Canada. Le plan de réalisme qui signifiait l'adoption. Les mères ont été menacées, on leur a fait peur, ou même on a utilisé la force physique pour obtenir un consentement non éclairé. Elles signaient souvent seules. On ne disait pas aux mères quels étaient leurs droits juridiques. On ne leur donnait pas copie des documents signés, n'est pas informé de leurs droits de révocation. Les travailleurs sociaux ne déclaraient pas tous les renseignements sur les ressources qui pourraient aider les mères, même pour celles qui disaient qu'elles voulaient être mères. On disait aux mères, vous oublierez ce bébé. Une mère s'est fait dire par un travailleur social que ce serait comme perdre un chiot. Les mères retournaient immédiatement dans leur communauté après l'accouchement, en choc et traumatisées par les traitements difficiles et la perte souvent de leur premier bébé. On leur disait de garder ça secret, on leur offrait aucune aide. Ensuite, ces mères étaient perçues comme des mères qui avaient abandonné leur bébé, des mères non naturelles qui n'avaient pas de sentiments maternels, qui avaient donné leurs propres enfants. Ces mères sans ressources n'avaient pas de choix. J'ai demandé aux mothers qu'elles voulaient que je dise aujourd'hui. Ils ont dit, on ne nous a pas présenté d'option de choix. Un autre, j'ai perdu le seul enfant que j'ai jamais eu. Je m'en suis jamais rétabli. Un autre a dit, je veux que ma fille sache qu'elle avait toujours été aimée, désirée. J'espère que cette étude aidera à valider et offrir la justice à celles touchées par ces politiques d'adoption et ces pratiques, nombreuses qui étaient illégales, non éthiques et constituaient une infraction envers les droits de la personne à l'époque et pas seulement selon le point de vue d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est beaucoup pour commencer. Maintenant, on va passer à Sandra Jarvie. Merci, sénateur du comité, pour cette étude et de nous avoir invités ce soir. J'étais enceinte, j'avais 20 ans. Le mariage était loin. Mes parents ne voulaient pas que je sois dans leur maison avec mon bébé, alors je n'avais que 17 ans. Bien que de nombreuses filles étaient mères célibataires, seulement celles qui n'étaient pas mariées étaient perçues négativement et leur sexualité et leurs relations étaient examinées. Le traumatisme du fait d'être enceinte sans soutien laissait ces jeunes mères vulnérables,
vis-à-vis l'oppression familiale systémique et sociétale. En avril 1965, le premier ministre Lester B. Pearson a promis 25 millions de dollars aux mères en besoin à leurs enfants par le plan d'aide du Canada. La travailleuse sociale m'a dit que j'allais avoir mon bébé, mais lorsqu'elle a appris que je n'avais pas le soutien de mes parents, elle a commencé le processus d'adoption. J'ai essayé d'expliquer mes circonstances. Elle m'a dit que le bébé devait passer en premier. On m'a dit de me taire. Elle ne m'a pas offert les ressources qui étaient disponibles qui m'auraient permis de garder mon bébé. On m'a demandé en 1968 de rester dans une maison de maternité. À l'époque, ce que je ne savais pas, c'est que c'était financé par le gouvernement pour les mères célibataires. Les maisons étaient isolées et représentaient l'autorité qui existait dans la famille, l'Église, les services sociaux et la société. L'autorité patriarcale était représentée par l'autorité de la résidence, que ce soit un homme ou une femme. Bien que de nombreuses mères aient été à l'école ou à l'université ou avaient des carrières, les maisons offraient pas grand-chose de plus que la servitude domestique. Dans les années 60, la plupart des maisons de maternité avaient des arrangements pour les études. On ne m'a pas permis de continuer mes cours par correspondance. On m'a dit que j'étais trop vieille pour l'école. Les travaux domestiques, les travaux dans la cuisine, le bingo et le lavage étaient ce que je faisais. Il y avait des rencontres avec des travailleurs sociaux, des mères à qui dont on n'informait pas qu'on n'informait pas de leurs droits ou s'il y avait très peu d'informations sur les services et les ressources pourraient les aider. Pour moi, on parlait seulement de l'illégitimité et des avantages d'adoption pour mon bébé. L'illégitimité et l'idéalisation de parents adoptifs étaient deux composantes clés de la promotion de l'adoption pour ces mères. Les meilleurs intérêts du bébé signifiait que le bébé était mieux dans une famille d'adoption. Les travailleurs sociaux ne voyaient pas les mères célibataires et leur bébé comme une famille, mais comme des unités distinctes. Les mères célibataires étaient perçues comme ne pouvant pas être mères et on donnerait au bébé une chance dans une famille d'adoption. Le Dr. Jeff Rickerby de l'Australie a dit que l'utilisation de l'idéalisation des familles d'adoption dans le meilleur intérêt du bébé était essentielle pour obtenir le consentement envers l'adoption. On m'a dit, sans preuve, qu'il était mieux pour mon bébé d'avoir une mère et une père. Je ne pourrais pas l'éduquer, il serait illégitime, on rirait de lui à l'école et il serait élevé par une gardienne. Donc, on me disait que mon bébé serait mieux sans moi. On était égoïste de vouloir nos bébés, ils méritaient une meilleure vie. On attendait de nous qu'on fasse un sacrifice pour nos bébés afin qu'ils aient une vie parfaite avec les parents adoptifs qui attendaient. Les parents adoptifs pouvaient leur offrir des occasions. On effacerait l'illégitimité. Si nous aimions nos bébés passeraient en premier. Dans les maisons, on vivait complètement séparés du reste du monde. On entendait des vérités de la part des travailleurs sociaux et des sœurs sans aucune preuve. Heather Carlini a dit que les travailleurs sociaux ont fait des déclarations, des conférences d'adoption en disant que si vous, les mères, pensez qu'on vous a forcé à donner vos bébés il y a des années, eh bien, c'est vrai. Il parlait de quotas qu'ils devaient respecter pour garder leur emploi, la coercition qui était utilisée pour atteindre ces objectifs et la honte qu'ils ressentent d'avoir séparé les mères et leurs bébés. On pouvait choisir la religion du bébé, mais les travailleurs sociaux pourraient dire, comme on m'a dit, vous ne voulez pas limiter les chances du bébé d'avoir une bonne maison, n'est-ce pas? Les mères sans soutien qui pensaient à l'adoption sans aucune autre alternative, on ne nous présentait que l'adoption. Les travailleurs sociaux le savaient, nous étions piégés. La recherche d'Anne Petrie et les entrevues sur ces maisons n'ont pas trouvé une seule mère qui a eu une expérience positive. On ne m'a pas donné de médicaments. J'ai accouché seule dans la salle d'accouchement avant que le médecin arrive. L'infirmière m'a critiqué, m'a fait part de son opinion cruelle. Et mon nouveau-né m'a été enlevé à la naissance. Et il appartenait maintenant aux services sociaux et à l'hôpital. Je tenais mon bébé. Lorsque la travailleuse sociale est arrivée, elle m'a dit en colère qu'elle n'avait pas été capable de prendre une décision
Je devais la rencontrer à son bureau dans 2 jours. Elle m'a dit en colère, vous êtes mieux de ne pas disparaître. Il y avait 2 travailleurs sociaux qui m'attendaient, personne pour me défendre. Alors que j'entrais dans la salle, tout ce que j'ai vu, c'est leurs souliers. Les mères célibataires ne pouvaient pas se défendre contre le pouvoir de ceux qui étaient en autorité et qui étaient en position d'une supposée expertise, alors que les mères étaient dans une position diminuée à cause de l'accouchement, leur dépendance et de toutes les circonstances exténuantes de la naissance, la perte immédiate de leur bébé et tout médicament utilisé avant ou pendant ou après l'accouchement. Avant de rencontrer la travailleuse sociale, on ne m'a pas donné d'informations par rapport à ce qui allait se passer. On m'a donné très peu d'informations pendant le processus également. La travailleuse sociale m'a donné un document. On m'a dit d'écrire pourquoi j'allais donner mon bébé. J'étais choqué. Ils avaient pris mon bébé. Ils étaient les seuls à savoir où il était. On m'a donné 2 ou 3 documents pour que je les signe sans expliquer. Je voyais seulement l'endroit où signer à ce moment-là. Je n'avais pas l'expérience de vie pour savoir que ce qu'il faisait était mal. Mon bébé avait disparu. La travailleuse sociale était debout devant moi. Elle m'a dit froidement, vous ne reverrez plus jamais votre bébé de votre vie. Si vous cherchez pour le bébé, vous allez détruire sa vie et la vie de ses parents adoptifs. Sandra Jarvie, membre d'origine. Merci. Prochaine, Eugenia Powell. Merci au comité de votre invitation. En 1963, à l'âge de 17 ans, j'étais enceinte et non mariée. Sur les conseils de notre prêtre, j'ai été envoyée à Humewood House, la maison pour mères célibataires à Toronto. Lorsque j'y étais, on m'a dit de ne pas révéler mon nom de famille ni le nom du père du bébé. J'étais invisible, je ne comptais pas. J'étais sans soutien et je me sentais très seule et j'avais peur et j'avais honte. Ayant reçu mes dossiers de la Children's Aid Society voilà quelques années, et on y lit que j'avais exprimé un souhait d'élever mon propre enfant. Mais on m'avait dit à l'époque que si j'aimais mon enfant, mon bébé, la meilleure chose à faire était d'y renoncer afin de le donner à un couple marié qui lui offrirait une meilleure vie. On m'a dit que je me marierais un jour et que j'oublierais mon bébé. Mais comment une mère peut-elle oublier son bébé? On a dit la même chose à tant d'autres femmes à cette époque de la bouche des intervenantes sociales. C'est ce qu'a dit Michelle Landsberg en 1963 dans un article dans le Toronto Star, et où je cite, à chaque agence et foyer de maternité, on leur répétait encore et toujours qu'il fallait renoncer au bébé. Personne ne m'a parlé du traumatisme que je souffrirais tout au long de ma vie, même si par la suite, comme j'ai appris par la suite que à ce moment-là, les intervenantes sociales savaient fort bien que je souffrirais pour le reste de ma vie. L'intervenante sociale Diane Camp a affiché à la Conference of Ontario Association of Children's Aid Societies en 1966 que les mères feraient un deuil de toute une vie. Un grand nombre d'autres déclarations semblables ont été faites par des intervenantes sociales pendant cette période. Vous trouverez ce genre de déclarations dans votre documentation. Lorsque j'ai quitté cette maison de maternité, j'ai réintégré la société. On m'a dit qu'il fallait que je garde mon secret. Il n'y avait ni counseling, ni aide, ni soutien. Je me remettais encore de l'accouchement. Je venais de quitter l'hôpital sans mon premier bébé et je devais faire semblant que tout cela ne s'était jamais produit. La majorité des mères affirment qu'elles n'ont jamais reçu de counseling ou de soins par la suite. L'enquête du Sénat australien déclare que la plupart des mères ont toutes connu des problèmes de santé mentale. D'après certaines études, 82% des mères ont souffert une grande dépression pendant leur vie. Un grand nombre d'entre elles ont souffert de symptômes de traumatisme post-traumatique, des problèmes d'anxiété,
deuil pathologique et d'autres problèmes. D'autres mères se sont tournées vers la toxicomanie. D'autres se sont suicidées. À Logan, en 1996, on a constaté que 21% des mères avaient essayé de s'enlever la vie. Plus de 30% des mères avaient souffert d'une infertilité secondaire. Certaines mères affirmaient qu'elles ne se sentaient pas à la hauteur d'avoir un enfant après avoir renoncé à leur premier-né, tandis que d'autres étaient tout simplement trop traumatisés pour essayer de tomber enceinte à nouveau. Comme un trop grand nombre de mères, il semble que j'ai tout simplement vécu ma vie. Bon, et c'est ce que j'ai fait. Je suis devenue infirmière, je me suis mariée, j'ai eu trois autres enfants, mais je ne me suis jamais remise du deuil et de la douleur d'avoir perdu mon premier-né. Et j'ai souffert de dépression, de colère, de sentiments de vide et d'angoisse qui ont touché mes êtres chers, y compris mes enfants. Je suis devenue trop protective de mes enfants et j'ai eu très peur de les perdre. Je continue de ressentir un grand vide dans la vie. Et le secret que j'ai dû garder m'a coûté. Je ne me suis jamais remise du traumatisme de la perte de mon bébé. J'ai inconsciemment dissocié ces événements. Je me suis dissociée de ces événements afin de fonctionner, mais je continue à avoir de la difficulté à faire confiance aux autres. Je souffre de deuil pathologique, ayant fait un deuil continu de mon premier-né toute ma vie. J'ai 73 ans et j'ai accepté que cette douleur m'accompagnera pour le reste de ma vie. Mon expérience de la douleur et de la tristesse est typique des mères comme moi. Et ce traumatisme est malheureusement intergénérationnel. Je suis ukrainienne et ce patrimoine m'est important. Or, mon enfant a été placé dans une famille évangélique chrétienne. Mon enfant a perdu sa culture, sa langue, son ethnicité. Et la différence dans notre contexte religieux a compliqué notre réunion. Et effectivement, je me suis réunie avec ma fille, voilà, 26 ans. Et dans les premières années, il semblait qu'on avait une bonne relation. Pourtant, l'on ne m'a jamais appelée grand-mère, même si je gardais souvent mes petits-enfants quand ils étaient jeunes. Or, ce sont mes seuls petits-enfants. Et cela me cause beaucoup de mal de savoir que je ne suis pas considérée comme leur grand-mère. En novembre de l'année dernière, ma première arrière-petite-fille est née. Je ne l'ai vue qu'une seule fois et je n'ai jamais pu lui rendre visite. Je ne suis pas reconnue comme un membre de la famille. J'espère que tout ceci changera tôt ou tard, mais je dois accepter que probablement cet état de choses ne changera jamais et la douleur continuera alors que j'essaie maintenant de suivre du mieux que je le peux la vie de mon arrière-petite-fille. Peu de thérapeutes comprennent le traumatisme de l'adoption. Un grand nombre de personnes adoptées affirment qu'ils doivent en fait éduquer leur thérapeute sur la question. L'enquête du Sénat australien recommande que l'on offre un counseling spécialisé à ce genre de personnes. Eh bien, nous demandons à ce comité de fournir du financement afin d'assurer l'éducation des professionnels de santé mentale et d'offrir du counseling spécialisé pour les personnes qui souffrent du traumatisme de l'adoption. Merci. Merci. Au nom de Parent Finders, Monica Byrne. Bonjour, je m'appelle Monica Byrne. Je suis directrice nationale de Parent Find. Nous sommes ici 4 mères, 4 femmes avec lesquelles j'ai travaillé pendant de longues années. Je suis moi-même adoptée. L'organisation Parent Finders a commencé en 1974 à Vancouver. Il s'agissait d'un groupe d'adultes adoptés qui, et dans les années 90, l'on trouvait 26 sections locales partout au Canada. C'est-à-dire dans presque toutes les grandes villes, il y avait un tel groupe. Le monde d'adoption a été un monde privé, secret, fermé et renié.
mais souvent des parents de naissance se sont ajoutés à notre nombre et dans chaque province, les registres d'adoption étaient secrets et inaccessibles. Or, l'adoption est très commune au Canada. Elle touche toutes les classes sociales et groupes culturels. La plupart des familles connaissent une adoption. L'adoption devrait être une bonne solution pour le problème historique d'enfants qui n'ont pas de parents, mais l'adoption a été malheureusement mal employée. Un grand nombre de pratiques canadiennes ont été très négatives en fait, surtout pour les mères de ces bébés adoptés. Je me suis ralliée à Parent Finders en 1986 lorsque j'ai appris que les registres d'adoption étaient confidentiels. J'écoutais Peter Zosky à la radio. Il interviewait P.D. James, une auteure, et elle racontait comment les registres sont ouverts et accessibles au Royaume-Uni. On peut les consulter. Et ce qui n'était pas le cas au Canada. Alors, ceci était tout à fait contraire à ce que m'avaient dit les intervenantes sociales en 1966. Lorsque, fille célibataire de 20 ans, j'étais obligée de renoncer à ma fille. On m'avait dit que lorsqu'elle aurait 18 ans, je pourrais la retrouver. Mais jusque-là, je devais rentrer chez moi et poursuivre ma vie. Et être une bonne fille. A good girl. Être une bonne fille. En 1986, j'étais mariée, j'avais 3 petits-enfants. Je suis allée à la Ottawa Children's Aid à Ottawa pour essayer de retrouver ma fille. Et on m'a dit que cela me serait parfaitement impossible. L'on m'a ensuite obligée de jouer les détectives afin de retrouver ma fille moi-même. Nous avons une réunion très positive. Elle a 2 familles maintenant qui l'aiment. J'ai demandé de l'aide de Parent Finders et depuis 32 ans, je fais du bénévolat auprès d'eux. Toutes ces longues années, j'ai participé directement et indirectement à 3000 réunions familiales entre donc, les parents de naissance et leurs enfants adoptés adultes, entre des frères et sœurs et même entre des grands-parents et des petits-enfants. Un grand nombre de personnes contactent Parent Finders pour obtenir de l'aide et des conseils. Ils reçoivent de l'information et parfois nous n'avons pas de nouvelles des résultats de leur recherche, tandis que d'autres restent en contact pendant des années. Et d'autres encore nous appellent 10 ans plus tard pour nous donner de leurs nouvelles. Cela arrive 4-5 fois par jour à des gens adoptés qui m'appellent ou des parents de naissance qui m'appellent. Un grand nombre de dossiers sont des adoptions interprovinciales. Par exemple, à Ottawa, il est très commun pour des enfants nés à Ottawa d'être adoptés à Gatineau. Donc, 2 provinces différentes et 2 lois d'adoption différentes. Donc, la situation était des plus confuses. Les demandes d'aide qui viennent des services sociaux internationaux du Canada, des agences de services sociaux d'autres pays, de Canadiens autochtones, victimes du baby scoop, et de personnes nées au Canada mais nées aux États-Unis. C'était très commun par le passé. En fait, nous traitons de dossiers qui remontent jusqu'aux années 30. Un grand nombre de travailleurs sociaux ou un grand nombre de personnes veulent obtenir de l'information sur eux-mêmes. Ils sont incapables de tourner le dos au passé. Dans certaines familles, il faut de l'aide professionnelle. En fait, l'adoption et l'intérêt pour son origine est pathologisé par la société. Quels sont les effets des réunions familiales? Eh bien, je suis vraiment sidérée par l'injustice du système et du traitement cruel et dur qu'on réservait pour les mères. Non seulement n'ont-elles pas reçu l'aide et le soutien de leur famille, mais également, elles n'ont pas reçu de soutien des agences. En fait, les agences les punissaient. Et donc, les mères, souvent, sont passées en état presque comatose. Elles évitent toute
souvenir ou toute émotion au sujet de la naissance. Ce n'est que plusieurs années plus tard, enfin un grand nombre d'années plus tard, que les mères se rendent compte de ce qui leur est arrivé. Et donc, quelques décennies plus tard, elles reconnaissent enfin que le traitement qu'elles ont subi au nom du système était mal, et n'était pas leur faute. Pour un grand nombre de femmes réunies avec leurs enfants, ces femmes disent qu'elles sont éveillées. Elles ont rempli un trou qui leur taraudait le cœur. Elles arrivent à dormir la nuit. Elles peuvent s'affranchir du fardeau de la culpabilité. Elles peuvent se pardonner elles-mêmes et elles peuvent souvent revoir et reconstruire leur lien avec leur famille. Les mères se sont fait dire qu'elles vont oublier leur bébé, mais en fait, l'on constate que les mères qui ont été obligées de renoncer à un bébé ont une forte tendance à ne plus avoir d'autres enfants. En fait, les mères se font dire, s'étaient fait dire, rentrez chez vous, mariez-vous, ayez d'autres enfants ou ayez un chiot. La réunion familiale est un événement unique et bref, mais la reconnexion peut prendre de longues années et parfois elle ne se produit pas. Après tout, parfois on ne s'entend tout simplement pas avec les membres de notre famille. Nous ne recevons pas toujours un counseling, un soutien et des conseils à temps et je puis vous dire que franchement je n'ai jamais connu de personne qui m'a dit regretter rechercher ses parents ou ses enfants de naissance. En conclusion, j'ai abordé ce sujet parce que l'injustice de la confidentialité des dossiers m'était aberrante. Mais un groupe en particulier a été blessées par le système et c'est les mères. Ce sont des victimes silencieuses. Elles ne peuvent pas ou ne veulent pas parler de leur expérience. Elles ont trop honte. Elles ont trop mal. L'expérience de réunion peut varier énormément. Elle peut être très positive ou très négative. Et pourtant, j'ai tenu à faciliter ces réunions afin d'aider les femmes. Ces femmes ont été maltraitées. Ce mauvais traitement est inacceptable, inadmissible et il faut reconnaître leur souffrance. Et je suis témoin de leur souffrance. Merci. Merci beaucoup. Une déclaration très émouvante. Et enfin, Wendy Rowney de Adoption Support Kinship. Merci de votre invitation à vous parler des adoptions secrètes et fermées, de leur incidence sur les enfants adoptés. J'ai passé 20 ans à écouter d'adultes adoptés parler de leur expérience de vie. J'ai siégé au conseil de l'Adoption Council of Ontario, de l'American Adoption Congress, de la Coalition for Open Adoption Records et j'ai été vice-présidente de l'Adoption Council of Canada pendant 10 ans. Depuis 2000, j'ai offert un soutien à des adultes adoptés, à leurs parents, en animant un groupe de soutien à Toronto. Adoption Support Kinship, ASK, se réunit chaque mois depuis 18 ans et au fil du temps, des centaines de personnes adoptées nous ont demandé de l'aide, du soutien et une rassurance. Il s'agit d'enfants qui sont nés de mères célibataires alors qu'il était inacceptable d'être mère célibataire et adoptés bébés dans le secret. Ils sont maintenant des adultes, ils ont dans la quarantaine, la cinquantaine, ils ont des carrières, des familles, des vies bien remplies, mais ils ont également beaucoup de tristesse et de douleur. Ils parlent du déroutement, de ne jamais se voir refléter dans leur entourage, de ne pas savoir d'où ils viennent. Mais souvent, ils parlent de perte, la perte de leur famille, la perte de leur nom, la perte de leur ethnicité, la perte de leur identité même. Les adultes pleurent alors qu'ils pleurent leur mère, en fait. Des jeunes femmes qui les ont tenues une fois dans leurs bras et de la relation qu'ils n'auront jamais avec cette jeune femme.
Ils parlent également de leur amour pour leur famille d'adoption, pour leurs parents d'adoption qui les ont aimés, qui les ont élevés et qui leur offrent un soutien émotif. Nul ne conteste que le fait d'avoir été adopté dans un foyer aimant, au sein d'une famille aimante, n'a aucune incidence sur le désir et le souhait de savoir d'où on vient, de connaître nos parents de naissance. Ce sont les questions dont parlent les personnes adoptées ensemble. Pas tous ressentent ces émotions et ceux qui les ressentent constatent que leurs émotions évoluent au fil du temps, au fur et à mesure du temps. Les personnes adoptées parlent de ces questions et je les écoute. Et je les écoute et je les comprends car je suis également adoptée. Ma mère a été envoyée loin de chez elle lorsque sa famille a appris qu'elle était enceinte. Elle m'a donné naissance à moi-même un jour de décembre, 3 semaines avant son 18e anniversaire. L'on me dit que je l'ai vue très brièvement dans la salle d'accouchage. Et ensuite, au travers d'une fenêtre, lorsqu'elle m'a identifiée comme son enfant auquel elle renonçait. Elle ne m'a jamais tenue dans ses bras, m'a-t-elle dit, parce qu'elle savait que si elle me tenait dans ses bras, elle ne pourrait jamais me laisser partir. J'ai été élevée dans une famille aimante, mais j'ai toujours pensé à cette autre mère dont l'absence était toujours présente. Je me suis interrogée sur mes ancêtres. Qui étaient ces gens dont le bagage j'avais hérité? Je ne sais pas comment vous expliquer comment c'est de ne pas savoir. Je peux tout simplement vous dire que cette absence de connaissance n'est pas une petite chose, ce n'est pas rien. C'est très important. J'ai toujours voulu savoir qui étaient mes ancêtres, qui était ma mère. Était-elle comme moi? Était-elle très différente? Est-ce qu'elle me voulait? Est-ce qu'elle m'aimait? Lorsque la mère d'un poupon meurt, les autres adultes réconfortent l'enfant. Et ils sont capables de parler à l'enfant de leurs parents, de leur mère. Mais lorsqu'un enfant est adopté, c'est le contraire. Personne ne parle de la mère disparue. Personne ne reconnaît l'importance de la mère pour l'enfant. Or, la perte est la même aux yeux de l'enfant. La mère est tout simplement absente. Dans le premier scénario, on s'attend à ce que l'enfant ressente la perte, mais dans le deuxième scénario, on s'attend à ce que l'enfant ne sente rien. C'est idiot. Et on ne devrait jamais s'attendre à ce que la perte d'une mère soit indifférente à qui que ce soit. Concilier le sentiment de perte et les attentes sociales crée un sentiment de confusion parmi les personnes adoptées. Ils sentent des émotions qui leur sont interdites. Cette confusion mène à un sentiment d'isolement. Ils se demandent pourquoi ils sont la seule personne adoptée à se sentir comme cela. Ensuite, ils ressentent de la honte. Ils se disent qu'ils ne devraient pas ressentir de la perte. Ils devraient au contraire ressentir de la reconnaissance pour tout ce qu'ils ont. Mais pourtant, ils ont bel et bien perdu leur famille, leur nom, leur ethnicité, leur identité. Or, si nous y pensons bien, nous donnons compte que le sentiment de perte est une réaction normale dans cette situation. Pour certaines personnes adoptées, ce sentiment de perte a été un sentiment chronique tout au long de leur enfance. D'autres personnes adoptées ne ressentent aucun sentiment de perte car pas tout le monde a la même réaction aux mêmes événements. Certaines personnes adoptées ne ressentent pas cette confusion ou ce sentiment de perte, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ressentent ce sentiment ne devraient pas le faire. Ayant écouté des personnes adoptées pendant 20 ans, il m'éclaire qu'il y a un grand nombre de Canadiens ressentent bel et bien ces pertes. Malheureusement, ceci est très mal connu en dehors de la communauté d'adoption. Il me semble que nous ignorons le fait que, premièrement, une première famille est détruite. On a confiance que l'enfant adopté ne se pose pas de questions sur son passé dans sa nouvelle famille, mais on oublie que des milliers de généalogistes se posent des questions sur leurs propres ancêtres. Nous disons que les enfants adoptés ne sentent pas la perte de leur vraie mère, mais on oublie que cette règle concernant
qui manque aux humains ne s'applique seulement qu'à l'adoption. On présume que les enfants adoptés sont reconnaissants, mais on ne leur demande jamais vraiment comment ils se sentent. Je suis ici aujourd'hui pour dire que nous ne sommes pas indifférents, on se préoccupe grandement. Nombre d'entre nous diront que nous avons aimé les parents qui nous ont élevés, mais nous sommes tristes d'avoir perdu les parents qui nous ont créés. Nous reconnaissons notre place sur l'arbre généalogique de nos familles adoptives, mais nous savons que nous avons notre propre arbre et ça doit être accepté également. Je vous exhorte à bien écouter ce que les enfants adoptés, les personnes adoptées disent. Et l'adoption n'est pas un événement ponctuel, c'est quelque chose qui influence toute notre vie. Merci. Merci beaucoup à vous tous, ou toutes, pour ces exposés. Maintenant, les membres du comité poseront des questions. Je vais commencer avec la vice-présidente, la sénatrice Seidman. Je dois vous remercier toutes d'être ici ce soir et de partager vos histoires. Il est clair que ce n'est pas facile pour vous. Les émotions sont évidentes. Il y a des réponses émotives également. Je peux le sentir dans la salle. Alors, c'est difficile. Et on apprécie votre courage de partager cela avec nous. Et je dois dire, comme je pense que vous l'avez dit, Mme Byrne, dans votre exposé, que vous êtes dépassé par l'injustice du système et le traitement cruel envers les mères. Moi aussi, je me sens dépassé. Je me souviens d'avoir entendu parler d'avoir entendu parler de jeunes filles qui disparaissaient et qui ne revenaient jamais. Mais ce qui me frappe en vous écoutant ce soir, c'est l'idée d'un complot systémique. Et j'essaie de comprendre ça. Et je me demande pourquoi. Les gouvernements prévoyaient des fonds pour les agences d'adoption. Je me demandais peut-être que Mme Byrne ou Mme Powell, si vous pourriez m'aider. Non, en fait, peut-être que je demande pas aux bonnes personnes, mais peut-être que vous pouvez m'aider, Mme Powell. Mais est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre comment ce que vous comprenez de ce qui s'est passé? Puisque vous avez mentionné Mme Byrne et Mme Powell, je vais commencer avec elle, mais s'il y en a une autre qui veut ajouter quelque chose, pas pour répéter, mais pour ajouter quelque chose, levez la main et faites-moi signe. Alors, Monica Byrne, c'est très difficile de retourner à une ancienne époque, dans un autre état d'esprit. On sait qu'il y avait certaines pratiques. Bon, on ne fouette plus les gens. On ne fait plus ce genre de choses, mais c'était un peu différent. Il y avait quelque chose concernant la façon dont les mères étaient traitées. C'est comme si elles étaient irrécupérables. Et elles avaient péché. Je sais qu'au Québec, on parlait beaucoup du péché. Et les bonnes filles catholiques ne tombaient pas enceintes. Si elles tombaient enceintes, on changeait les noms des enfants et on leur donnait un nom fictif. Ainsi, si vous étiez né, les bébés nés le lundi seraient la plante, le mardi des Laporte. Alors, ils donnaient à la mère un faux nom et le bébé serait né sous un faux nom. Ce qui est impensable selon les normes d'aujourd'hui. Je ne sais pas pour répondre à votre question, je ne sais pas comment les gens le justifiaient, autre de dire que c'était une question de péché ou la façon dont on percevait les filles célibataires. On parlait d'enfants bâtards,
On parlait d'enfants illégitimes. On avait des noms pour tout ça. C'était un comportement très punitif envers ces femmes. Et le problème, c'est que ça ne disparaît pas. Et comme on peut en témoigner, les effets durent sur toute la vie. Et c'est pourquoi ça doit être reconnu. Et que c'était pas une bonne chose. Peut-être que c'était comme ça que ça a fonctionné. Je disais aux gens, bon, on portait des jarretières et toutes sortes de choses par le passé. Les gens parlaient de voler un baiser. Mais maintenant, avec la génération, moi aussi, essayez de voler un baiser, vous allez voir ce qui va se passer. Mais quand même, les comportements étaient horribles, et il faut le reconnaître. Madame Powell, ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait tellement de honte du fait que j'étais enceinte. On m'a envoyé ailleurs. Et je peux me rappeler cette honte encore aujourd'hui. Je me rappelle la réaction de ma mère. C'était irréel. Lorsqu'elle a appris que j'étais enceinte, elle m'a battu. C'était... je peux pas imaginer faire ça. C'était incompréhensible. Et on m'a envoyé ailleurs. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui voulaient adopter des bébés. Des bébés blancs, blonds, aux yeux bleus. Mais il y a beaucoup de gens qui voulaient adopter des bébés. Alors, c'était l'offre et la demande. Et voilà ce qui s'est passé. Valerie Andrews? Lors de ma recherche, et ma thèse est intitulée Le mandat de l'adoption. Et je vois ça comme une tempête parfaite de choses après la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'impératif de la mère. Les femmes qui travaillaient pendant la guerre ont été renvoyées à la maison. Il devait être des mères, il y avait le baby boom, tout ce genre de choses. Et cet impératif de la mère touchait les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il y avait des idéaux sociologiques qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale concernant l'attachement des enfants. Différentes théories qui sont sorties à l'époque concernant les enfants et l'attachement. Il y avait les théories psychanalytiques. La fille célibataire était malade. Il faut savoir qu'à l'époque, la mère célibataire était considérée comme malade psychologiquement. Quel genre de femme ferait ça? Elle doit être malade. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai plein de citations que je vous ai fournies. Si vous lisez les citations, vous allez avoir une bonne idée de ce que pensaient les experts à l'époque, qui était qu'on était malade, qu'on ne méritait pas d'avoir nos bébés parce qu'on n'était pas mariés. Beaucoup de gens confondent l'assistance, l'aide, la protection de la jeunesse et le fait de perdre un enfant. Mais ici, c'était simplement parce qu'on n'était pas mariés. C'est pas parce qu'on avait maltraité nos enfants. On n'était pas mariés, donc on était inaptes. Et on était malades. Et donc, à cause de ces théories psychologiques, psychoanalytiques, et l'impératif de la mère après la guerre, avec les nouvelles façons de séparer les bébés, la formule de bébé, ce qui est une façon de séparer le bébé de sa mère. Il y a plein de choses qui se passaient à l'époque qui ont créé cette situation où il y avait plein de mères qui ont donné leur enfant en adoption. Et les gouvernements aimaient ça parce qu'ils n'avaient pas à aider les mères et leurs bébés. Une fois qu'un bébé est adopté, ils ne sont plus... dépendent plus de l'assistance sociale. Ça aussi, ça en faisait partie.
Mais je pense que l'impératif de la mère est un grand facteur. Si vous me permettez. Premièrement, je vais aller à Sandra Jarvie et je vais revenir à vous après. On va permettre à tout le monde de répondre, mais s'il vous plaît, soyez bref, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. Ça sera bref. J'avais 21 ans lorsque mon bébé est né, lorsque je suis allé aux services sociaux. Ils connaissaient mes circonstances. Mais je ne savais pas qu'il y avait de l'argent. J'étais dans une situation où j'étais temporairement sans argent, et bien sûr, j'étais enceinte. Je n'allais pas travailler pendant longtemps. Alors, ils ont commencé le processus d'adoption. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des ressources disponibles. Et dès cette première rencontre, ils ont commencé le processus. Et lorsque je suis allé dans ce foyer, lorsque les travailleurs sociaux venaient, elles parlaient d'illégitimité, d'adoption, de ce qui était le meilleur pour mon bébé, dès le départ. Et je n'avais aucune idée et aucune façon de savoir. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Il n'y avait pas de ressources. Et la seule raison pour laquelle j'étais là, c'est que ma famille m'avait abandonné. Mais je ne savais pas qu'il y avait des ressources. Alors, je n'avais pas d'argent, donc je ne pouvais pas quitter. Et j'étais piégé là. Et lorsqu'il est venu le temps de donner mon bébé, je pensais qu'il prenait mon bébé parce que je n'avais pas d'argent. Et lorsque je suis allé au bureau la dernière fois, bon, moi, je ne le savais pas à l'époque, mais j'étais choqué du fait que je devais signer un document. Je ne pensais pas que j'avais quoi que ce soit à faire avec ça. Alors, ce qu'ils ont fait, finalement, c'était de me piéger. Ils avaient tout prévu d'avance. Je vais retourner à Monica pour un instant. On disait que les mères étaient inaptes mentalement. De nombreuses agences, dans les années 50 et 60, faisaient des tests psychologiques des femmes avant que les enfants soient placés en adoption, au cas où, si cette femme avait eu un bébé sans être mariée, elle n'était peut-être pas normale. Et donc, on faisait un test aussi des bébés. Les mères me l'ont dit. Elles ont fait l'objet de tests psychologiques. Et vous avez demandé plutôt comment est-ce que ça a pu se produire? Eh bien, comment est-ce que ça peut se produire qu'on demande à une femme de donner naissance avec un sac sur sa tête pour qu'on ne voit pas le bébé? Ouais, je comprends pas, pour être franche. Sauf pour dire que c'était honteux. Sénatrice Petitclerc. Président. Oui, je vais vous poser ma question en français. Après vous avoir remercié de votre partage généreux de ces histoires-là qui sont troublantes, mais dont le témoignage est essentiel et important. J'essaie de comprendre et je continue un petit peu sur la question de sénatrice Seidman pour aller peut-être une étape plus loin et comprendre, parce que très honnêtement, quand j'ai commencé à lire... do you have the translation? Est-ce que vous avez la traduction? Let me continue in English while we do that. Je vais continuer en anglais. Lorsque j'ai commencé... Is it working? It's okay. It's fine. Oui? OK. Oui, désolée. Bref, je vous remerciais chaleureusement de la générosité des témoignages importants que vous partagez avec nous aujourd'hui. Et je disais que je continuais sur la lancée de la question de sénatrice Seidman parce que quand j'ai commencé à lire là-dessus et à lire tous vos témoignages, ma première impression était d'histoires isolées qui faisaient partie d'une époque, d'une culture, d'une religion. Et là, ma question, c'est de savoir, et peut-être... sénatrice, Madame Andrews, peut-être que vous avez cette réponse à travers toutes vos recherches. Est-ce que, de ce que vous avez appris et recherché, l'implication des gouvernements, en fait, c'était d'être en observation ou est-ce qu'ils étaient quelque part... est-ce que c'était délibéré, coordonné, organisé? J'essaie de voir un petit peu le rôle et la responsabilité, selon vous, des gouvernements de l'époque.
Yes. Oui. Les gouvernements ont participé, surtout en ce qui concerne le financement des foyers de maternité par le plan d'aide du Canada. C'était nommé que ça allait être financé par ce plan. Les gouvernements provinciaux, évidemment, parce que l'adoption, normalement, se fait gérée par la province. Mais les gouvernements provinciaux aussi ont participé. Et ma recherche démontre qu'en Ontario, bon, il y a un aspect qui est très intéressant. Le coordonnateur de l'adoption de la province de l'Ontario était une de ces foyers de maternité. Il a dit « Ces femmes ne semblent pas savoir quoi que ce soit à propos de quoi. Est-ce qu'on devrait faire une brochure concernant leurs droits? » Et le ministère a répondu « Absolument pas. » Alors oui, les gouvernements vraiment étaient impliqués, ont participé, comprenaient ce qui se passait. En fait, de nombreux enfants ont quitté le Canada, ont perdu leur citoyenneté, ont été adoptés à l'étranger. Et les agences gouvernementales fédérales se sont occupées de leur passeport et tout ça. D'autres gouvernements, les administrations municipales, donc à tous les paliers, il y avait une participation. Les travailleurs sociaux, ça dépend bien sûr de quelle province. La province de l'Ontario, il y a comme 50 sociétés d'aide à l'enfance qui offrent ces services, alors qu'en Colombie-Britannique, c'est fait directement par le gouvernement. Mais quelle que soit la province où on était, les politiques en matière de travail social et les travailleuses sociales étaient des employés des gouvernements provinciaux, etc. C'était les gens de la protection de l'enfance. Ils étaient en conflit d'intérêts parce qu'ils géraient non seulement l'adoption, ils facilitaient l'adoption, mais aussi prenaient les bébés des mères. Et bien sûr, ça peut sembler un peu comme un complot, mais lorsqu'on regarde la recherche qui a été faite et qu'on voit vraiment que c'est ce qui se passait. Quelqu'un d'autre? Merci. Est-ce que vous voulez poser une autre question? Je pense que je connais peut-être la réponse à ma question, mais je voulais quand même le dire publiquement. Ce que j'en comprends, l'isolement, lorsque j'ai écouté vos histoires, les mères étaient très vulnérables à une époque de leur vie où elles avaient besoin de tout le soutien possible, que ce soit de la part de la famille, de la travailleuse sociale ou les autres personnes. Les mères étaient isolées. Et vous l'avez mentionné, alors ce que j'ai compris, lorsque, par exemple, vous signez ces documents, bon, bien sûr, ils n'appelaient pas vos parents ou le père pour demander. C'est un petit détail, mais c'est vraiment une mauvaise chose. Mais je voulais m'assurer que j'avais bien compris qu'il n'y avait personne qui vous aidait à prendre cette décision. Oui, alors je me suis adressée à la cour familiale ici à Ottawa, au coin de Sunnyside et Brunson. Lorsque je suis entrée, j'avais 20 ans, donc j'avais moins de 21 ans. Je me suis fait dire à la porte par l'intervenante sociale que vous devez avoir un tuteur légal, un gardien légal. Vous en avez un. Or, je ne le connaissais pas, je n'avais jamais connu. Il était devant moi dans une salle. Il m'a dit « Vous n'avez pas le choix. Vous devez absolument signer ces papiers. Je suis votre gardien et je vous dis ce que vous avez à faire. » Et voilà tout. Et je suis entrée dans la cour. Le juge m'a regardé par-dessus ses lunettes. Judge God. Il m'a dit « Que fait une gentille jeune fille dans une salle... dans une cour comme celle-ci? Rentrez chez vous, soyez une bonne fille. » Et c'était tout. Voilà. Un point, c'est tout. On ne m'a pas dit que je pouvais changer d'avis.
L'on ne m'a pas parlé de mes droits, bien entendu. Valerie Andrews. La plupart des femmes ne devaient pas aller devant les tribunaux. Il leur suffisait de signer un document dans une agence sociale. Elles n'étaient pas représentées par un avocat. Aucune mère n'a remporté avec elle un morceau de papier pour prouver qu'elles avaient eu un enfant et qu'il avait été adopté. Elles ressortaient les mains vides. Les mères n'étaient pas informées de leur droit de révocation, qui était de 30 jours ou 20 jours ou 21 jours selon la province. Les femmes, les mères n'avaient pas conscience de leur droit de changer d'avis. Quant à moi, j'étais dans une salle avec 3 intervenantes sociales. J'avais exprimé la volonté d'élever mon enfant. Et pourtant, elles m'encourageaient à renoncer à mon bébé. Elle exploitait mon amour pour mon bébé pour me convaincre à y renoncer. On me disait, si vous aimez réellement votre bébé, vous y renoncerez. Et j'avais 17 ans. J'étais toute seule contre 3 assistantes sociales et pas d'avocat et encore moins mes parents. Mais même aujourd'hui, même à 14 ans, une mère peut signer ses papiers sans représentation légale. Sénatrice Mégy. Président, je vais vous poser la question en français. Est-ce que ça marche, vos oreillettes? OK. Merci pour vos témoignages assez touchants. Je sais que vous avez été comme dans la même période et on vous a toutes dit que vous allez ne plus revoir votre enfant. Pensez-y pas pour le reste de vos jours. Mais à quel moment ça vous a fait un déclencheur pour dire « je vais aller à sa recherche ». C'est quoi le facteur? Oui. It was in the early night. C'était au début des années 90. J'avais vécu dans un brouillard. C'était le seul moyen pour moi de continuer de vivre dans un brouillard. Et puis ma fille, qui à l'époque avait 14-15 ans, a connu des problèmes émotifs. Je suis allée voir un conseiller, un thérapeute. Et puis ensuite, je ne sais pas comment, mais cette conseillère savait, je ne sais pas comment. Elle a su que j'avais perdu un bébé, que j'y avais renoncé. Et c'est elle qui m'a déclenché. Je savais où chercher, je savais comment chercher. Je suis allée au musée de cette petite collectivité où j'ai vu les avis d'adoption dans le journal. Et c'était la pièce du casse-tête que je recherchais. Et je l'ai retrouvée en 1992. Et ce n'est qu'alors que j'ai commencé à émerger de ce brouillard. Mais c'était un processus extrêmement long et lent. Et c'est un processus très douloureux. Et ensuite, j'ai dû annoncer à mes enfants que j'avais un autre enfant, qu'ils avaient un frère ou une sœur, et je ne savais pas comment le leur dire. Mais je leur ai dit, pourtant. Et ils m'ont embrassée. Et donc, c'était comme si j'émergeais d'un brouillard. Alors, Wendy, parlez-nous du point de vue des adoptés qui recherchent leur mère de naissance. Quelle est leur expérience? Quelles sont les difficultés? Est-ce que ces enfants adoptés vont mieux maintenant? Est-ce que leur expérience est meilleure que par le passé? Bon, alors on a combien de temps là? Un grand nombre de provinces ont apporté des changements à leur loi sur la divulgation de dossiers d'adoption, ce qui a permis à des adultes adoptés et à leurs parents biologiques d'obtenir certaines informations, mais pas toutes.
Ceci a modifié la façon par laquelle les gens peuvent se rechercher les uns les autres. Mais les documents sont, par définition, vieux de 18, 19, 20 ans. Et bien entendu, ils ne sont pas accompagnés d'une adresse, d'une invitation à souper. Lorsque les gens lancent cette recherche, ils se concentrent sur le processus de recherche. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a également un aspect émotif à leur recherche. Trouver sa mère, trouver son père, ses frères, ses sœurs, est une expérience qui changera votre vie, toute votre vie. Ça changera votre perception de vous-même, votre identité. Lorsque j'ai retrouvé ma mère, ma mère, elle ne m'a pas recherchée. C'est moi qui l'ai recherchée. Et elle m'a dit qu'elle savait fort bien que toute enfant d'elle-même viendrait la rechercher un jour. Lorsque je l'ai retrouvée, je m'attendais à une personne qui me ressemblerait physiquement. C'est ce que j'avais toujours voulu, et je ne savais que 4 choses de ma mère, qu'elle avait été irlandaise, qu'elle était au secondaire, qu'elle aimait mon père et qu'elle avait des cheveux bruns et longs. C'est tout ce que je savais d'elle. Et alors j'espérais que je retrouverais quelqu'un qui me ressemble, mais elle me ressemble vraiment pas du tout. Par contre, nous n'étions pas si différentes que cela. Nous avions d'autres similarités. Nous aimons la même nourriture, nous aimons les mêmes activités, les mêmes loisirs. Nous avons le même point de vue politique. Nous avons même la même faïence chez nous. Donc, des choses qu'on ne croirait pas être héritées génétiquement. J'ai grandi dans une maison d'adoption aimante où personne n'est lié biologiquement aux autres. Et moi, je pensais que les gens sont comme ils sont parce que c'est comme ça. J'aurais jamais cru qu'on puisse hériter tant de choses de ses parents. Et lorsque l'on s'en rend compte, eh bien, cela change la façon par laquelle on pense, on pense à soi-même. Sénateur Duffy. Merci, Monsieur le Président, et merci aux témoins de leur courage. Merci de vous ouvrir. Alors, vous vous êtes fait dire, si vous aimez réellement votre bébé, vous y renoncerez. Voilà 40 ans, j'assistais à une conférence et au cours de la soirée, comme c'est parfois le cas, on prend un coup. Et un des participants à ce cocktail était millionnaire, multimillionnaire, un grand homme de plus de 6 pieds, et il a dominé toute cette conférence qui se tenait dans une université. Et cette soirée-là, donc on avait pris un coup, on s'est mis à parler et il s'est mis à pleurer. Moi, je suis Mike, j'étais reporter à l'époque et je me demandais, c'est quoi son problème? Et c'était un Américain, c'était aux États-Unis. Il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et j'ai demandé, alors il m'a demandé, pensez-vous que je suis une bonne personne? Et j'ai dit, écoutez, vous êtes la principale orateur invitée, vous avez gagné des millions de dollars, vous faites travailler des milliers de personnes. Bien entendu que vous êtes une bonne personne. Pourquoi ce doute même? Et alors il m'a répondu, un jour d'hiver, dans une petite église du Maine, on a retrouvé un bébé dans un panier sur les marches de l'église. Et moi, je me suis dit, c'est l'affaire d'un roman. Et ce bébé, c'était moi-même. Je n'ai vraiment aucune idée de mes origines. Pourquoi? Est-ce que je mesure 6 pieds 4 ou 3? Comme quoi, on peut connaître beaucoup de succès, on peut tout avoir
sur cette terre, mais si vous ne savez pas d'où vous venez, eh bien, il vous manque l'essentiel. Eh bien, je n'ai pas su quoi lui répondre. J'ai dû dire une platitude comme « Ah, c'est dommage, je regrette ». Mais depuis mon arrivée au Sénat, les choses ont évolué pour le meilleur. Maintenant, les gens commencent à parler d'adoption. Les gens commencent à vouloir retrouver leurs parents de naissance. Et j'ai découvert que l'île du Prince-Édouard était la province où il est probablement le plus difficile de retrouver ses parents ou son enfant. Madame Andrews, vous en avez parlé dans le Toronto Star. Que pouvez-vous nous dire des provinces qui conservent toujours le secret de ces dossiers? Eh bien, la situation est au Canada la suivante. Les dossiers d'adoption sont ce qu'on appelle semi-ouverts, c'est-à-dire qu'un enfant adopté peut présenter une demande pour obtenir l'information, l'identité de sa mère, et à moins que cette information fasse l'objet d'un veto, il peut obtenir cette information, et vice-versa pour les mères. Mais comment savez-vous dans quelle province il faut présenter une demande? Eh bien, il faut présenter la demande dans la province dans laquelle l'adoption a eu lieu. Et comme on a dit, il y a des problèmes de coopération interprovinciale. Car certaines provinces ont des dossiers ouverts ou semi-ouverts, tandis que d'autres provinces, comme la Nouvelle-Écosse, ont des dossiers fermés. Si le bébé a été envoyé en Nouvelle-Écosse, c'est impossible d'obtenir l'information. À ce jour, donc, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Québec maintiennent les dossiers fermés. Pour ce qui est de l'île de Prince-Édouard, en particulier, effectivement, c'est un gros problème parce qu'un grand nombre de bébés ont été envoyés en dehors de l'île de Prince-Édouard. Ils ont été adoptés aux États-Unis ou ailleurs au Canada. Et un grand nombre de mères qui ont accouché en île du Prince-Édouard venaient de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick afin de cacher leur grossesse. En île du Prince-Édouard, je pense que l'on compte 4500 adoptions au cours de cette période de 30 ans. Actuellement, l'expérience en île du Prince-Édouard, ça vous intéressera, sénateur Duffy, est que, une pétition a été déposée à la législature et l'île du Prince-Édouard mène actuellement des consultations publiques qui, je pense, touchent à leur terme. Et d'après ce que je crois comprendre, l'on proposera un projet de loi à l'automne pour faire ouvrir les dossiers d'adoption. Le problème, c'est que ces vétos sont censés protéger la vie privée, mais donc elles protègent les mères, mais pas les enfants. Donc les mères ont droit à la confidentialité, mais pas les enfants. Or, nulle mère n'a reçu de papier lui assurant que son dossier serait confidentiel. Donc, non, je ne connais pas de femme au Canada qui s'est fait assurer par... qui se soit fait remettre un document légal. Alors, comment pouvons-nous vous aider à réparer les torts? Eh bien, écoutez, l'enquête australienne recommandait la transparence des documents d'adoption, pas seulement les documents détenus par les provinces, mais également ceux détenus par les foyers de naissance, de façon que tous puissent obtenir leur dossier. Et je pense que cette recommandation de transparence, tous azimuts, s'impose. Il n'y a pas de désavantage à l'ouverture des dossiers.
chaque fois que les dossiers ont été ouverts, il n'y a pas eu de problème ou de conséquences imprévues. On craignait le pire, mais le pire ne s'est pas produit. Et maintenant, les gens obtiennent leur dossier d'adoption dans un délai de 2 semaines et sans effet délétère. Et nous aimerions que ce système s'étende à l'ensemble du Canada. Les dossiers seront ouverts au Nouveau-Brunswick le 1er avril. Et ce sera un grand pas en avant. Ce sera un grand pas en avant pour l'Est du Canada. La Terre-Neuve a maintenant des dossiers ouverts. Donc, il n'y a que la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Québec qui traînent. Et il y a également le problème qu'un grand nombre d'enfants, de bébés, ont été envoyés à l'étranger. Et bon, je n'ai même pas encore parlé du système de l'Église catholique. Nous connaissons le problème des enfants de la boîte au beurre. Oui, le Québec nous inquiète. Eh bien, nous allons entendre un témoin du Québec, jeudi. Parfait. Sénateur Bernard. Merci, Monsieur le Président. Alors, divulgation complète. Je suis conseillère travailleuse sociale à la retraite. Et dans ma pratique et mon enseignement du travail social, j'établissais toujours une limite. Certains intervenantes sociales considéraient que leur intervention était en fait un contrôle social, tandis que d'autres considéraient que leur travail était plutôt un travail de justice sociale. Je puis vous dire que je suis du côté de la justice sociale. Mais votre expérience, malheureusement, tombe du côté du contrôle social. Je souhaite reconnaître le traumatisme et la douleur de votre expérience. Et je vous remercie de nous parler de votre expérience, de vous ouvrir à nous et de nous parler de votre réalité. Nous connaissons le phénomène du 60s scoop. Alors, nous savons ce qui est la rafle des années 60 et des enfants autochtones. Vous savez, ma fille est également intervenante sociale à la retraite et son premier emploi a été dans le domaine des divulgations d'adoption en Nouvelle-Écosse. Nous parlions souvent des réunions familiales et elles étaient merveilleuses lorsqu'elles fonctionnaient bien et moins merveilleuses lorsqu'elles ne fonctionnaient pas bien. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de ressources pour traiter de tout l'aspect émotif des adoptions. Les mères qui ont été obligées de renoncer à leur enfant ont connu une perte émotive et nul n'a reconnu l'existence même de cette perte émotive. Tout cela pour aborder ma question. Et désolée, je suis très émotive aujourd'hui. Intervention inaudible pour l'interprète. Et je crois être la seule intervenante sociale ici. Alors, je vous demande votre indulgence. Alors, l'une d'entre vous a dit qu'il y avait une forte demande pour les bébés blonds aux yeux bleus. Et donc, dans votre travail, au sein de votre organisation et dans votre travail personnel, est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux bébés qui malheureusement n'étaient pas blonds aux yeux bleus, les bébés qui peut-être me ressemblaient à moi? Merci. Les bébés de couleur dans le Canada d'après-guerre étaient considérés dans certains dossiers comme étant handicapés et on leur attachait d'autres étiquettes en disant qu'ils n'étaient pas adoptables, qu'ils n'étaient pas désirés
c'était toutes sortes d'étiquettes qu'on collait aux bébés de couleur, les mères de couleur. On ne leur donnait pas les ressources pour s'occuper de leurs bébés parce que ils n'étaient pas des bébés de ruban bleu comme on disait à l'époque, les bébés blancs avec les cheveux blonds, les yeux bleus. Malheureusement, je dis toujours que c'est peut-être la seule époque de l'histoire où une femme de couleur s'en tirait mieux parce qu'elle avait les ressources pour s'occuper de son bébé, alors que nos bébés avaient plus de valeur, alors que le bébé était jugé sans valeur, et donc elle avait les ressources pour s'en occuper. C'est un tel système. Certains enfants de couleur étaient envoyés à l'étranger, même en France. J'ai des articles sur des bébés envoyés aux États-Unis, en France, pour leur trouver un foyer. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bébés de couleur dans le système à l'époque. Beaucoup sont allés dans des foyers, des pensionnats n'ont jamais été adoptés. Mais on disait qu'ils n'étaient pas adoptables. Et à cause de l'héritage de l'esclavage et tout ça, je pense que la communauté noire s'occupait plus de ses mères que ce que nos communautés faisaient pour nous. C'est ce que ma recherche a démontré. Sénatrice, vous aviez une autre question? Non. Je reviendrai pour la deuxième ronde. S'il y a une deuxième ronde. Oui, bien sûr. Bien, j'espère. On verra. On verra comment tu en penses. Sénatrice Poirier. Merci, M. le Président. Je suis choqué d'entendre ce que vous nous dites et je vous remercie d'avoir partagé ces histoires très émotives avec nous. Et je suis reconnaissant parce que ces pratiques honteuses n'ont plus cours. On ne fait plus ça aujourd'hui. D'après ce que j'ai entendu, ça se faisait pas non seulement au Canada, mais aussi dans d'autres pays. En Australie, comme vous l'avez dit, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs. Et si je comprends bien, il semble que c'était organisé et contrôlé par les églises et le gouvernement provinciaux et fédéral à l'époque. Quelle justification le gouvernement a offert, s'il en a offert, pour ces pratiques honteuses? Et avez-vous eu l'occasion de rencontrer des ministres, des députés du gouvernement actuel pour commencer cette discussion sur cette pratique honteuse, pour voir comment on peut aller de l'avant? Quelle que soit la personne qui veut répondre. Très bien. Est-ce que vous voulez commencer, Valérie? Oui, on a eu de nombreuses rencontres ici sur la colline. La dernière était dans cette salle l'an dernier. Il y avait environ 50 députés, certains sénateurs et des représentants du bureau du premier ministre. Où nous avons on a montré les foyers de maternité, les femmes dans les foyers, les images, c'est bon parce que les gens peuvent voir les femmes qui étaient là. Alors, on a reçu beaucoup d'appui de la part des députés, et députés provinciaux et fédéraux pour cet enjeu. Et à chaque fois qu'on vient ici, tout le monde est d'accord, comprend ce qui s'est passé à l'époque et comprend que c'était souvent des actes illégaux, en tout cas sûrement non éthiques, de la part des travailleurs sociaux, ce qui concerne le contrôle social. Et il y avait aussi des femmes qui ont été agressées sexuellement lorsque le prêtre venait pour donner aux filles leur communion hebdomadaire et les touchait.
Alors, ça revient à ces anciennes institutions qu'on avait. Les foyers de maternité, on n'en a pas entendu parler parce que c'était secret. C'est une connaissance secrète. On nous a dit de pas en parler. Alors, c'est pourquoi les gens, maintenant, apprennent ce qui s'est passé. Et on a décidé maintenant d'en parler aussi. Je crois que le gouvernement australien s'est excusé, je crois, suivant ce qui s'est passé en Australie. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent, de plus que vous aimeriez de la part du gouvernement canadien par rapport à ce qui a été fait en Australie? Est-ce qu'il y a autre chose que votre groupe aimerait qu'il soit fait? Eh bien, ils ont fait un bon travail. Je pense que les femmes d'origine en Australie étaient ravies et ont participé à la rédaction des excuses. Il y a une installation permanente aux archives. Il y a eu du financement pour les problèmes de santé mentale. Les recommandations publiées par l'enquête ont été suivies en général et nous avons été ravis de voir ce qui a été fait. Bon, on n'est pas toujours ravis de ce que font les gouvernements, mais en général, on était satisfaits parce que ils ont aussi dit que certaines pratiques étaient illégales. Ça a été dit dans les excuses. Si vous avez l'occasion de lire ces excuses, d'écouter ces excuses les 5 premières minutes, vous verrez toute l'émotion. Ça a été donné par Julia Gillard lorsqu'elle était première ministre. Merci. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Moi, je voulais poursuivre à ce sujet. Je voulais vous poser une question. Laurie Anders, vous avez dit 95% des enfants dans les foyers de maternité ont été donnés en adoption, alors qu'aujourd'hui, le taux d'adoption est d'environ 2%. Alors, bien sûr, les choses ont changé. Est-ce qu'il y a des restes des anciennes pratiques ou est-ce que tout est différent? Qu'est-ce qui est différent? C'est une très bonne question parce que avant le mandat d'adoption, les foyers de maternité étaient des foyers pour les mères avec leurs bébés. Vous verrez dans la trousse le document, des photos des foyers avec les berceaux. Mais c'est impératif, la mère et tout le reste, on a fait sortir les bébés des foyers, donc il y a eu cette brisure. Même aujourd'hui, la plupart des pratiques d'adoption aujourd'hui découlent du mandat, de cette brisure nette. Les parents adoptifs sont dans la salle d'accouchement. Alors, beaucoup de pratiques sont encore fondées sur le mandat. Elles sont différentes. On voit des jeunes femmes de la classe moyenne ne choisissent pas l'adoption en tant que telle. Peut-être qu'elles choisissent l'avortement ou de devenir mère. Ça, c'est un des changements, certainement. Et on ne cache plus ces jeunes filles. On les isole plus dans des situations presque carcérales où on les programmerait pour faire certaines choses. Alors ça, c'est un grand changement. Très bien. Encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Levez la main. Le sénateur Monson est le prochain. Merci beaucoup d'être ici. Ce sont des témoignages très émotifs, mais on ne peut pas effacer le passé. On peut parler du présent et de l'avenir, et j'aimerais poursuivre au sujet des questions de la sénatrice Poirier. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse précise. Est-ce que notre gouvernement, les gouvernements provinciaux, aujourd'hui, s'excusent, et les organisations religieuses aussi qui ont participé à ce processus, s'excusent publiquement? Est-ce qu'il devrait y avoir des réparations? On ne peut pas effacer le passé, mais
on peut éclairer l'avenir. Je sais que Valérie va répondre, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre? Ou tout simplement pouvoir participer tout le monde. Ou vous pouvez vous en remettre à Valérie si vous voulez. Des excuses seraient merveilleuses. Et du financement pour les professionnels santé mentale et pour les mères. Parce qu'il y a des mères qui ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins. Certaines thérapies coûtent très cher. Une des thérapies la norme s'appelle EMDR. Et c'est pas abordable pour la plupart des gens. Alors le financement serait très important. Qu'est-ce que c'est EMDR? C'est un type de thérapie qui vous ramène dans la situation et la redéfinit pour vous. Vous pouvez y retravailler. C'est très efficace. Monica Byrne. Et ensuite, Wendy. Une des choses qui me rend le plus triste, ce sont les écoles de travail social. Très peu de travailleurs sociaux ont une formation en réunion après l'adoption. Alors, dans le secteur bénévole, on est inondé de gens qui ne savent pas vers qui se tourner, mis à part le secteur bénévole. Et moi, j'étais mère au foyer aux années 70. J'essayais de les aider. Il y a très peu de thérapeutes qui comprennent les enjeux de l'adoption. Il y a toutes sortes d'enjeux. Post-adoption, pré-adoption, avant la réunion, après la réunion. Moi, je dis à tout le monde, si vous allez voir un thérapeute, eh bien, posez-leur des questions d'abord. Demandez-leur s'ils savent quoi que ce soit sur le sujet dont vous allez discuter. Parce que c'est pas bien couvert. Alors, l'éducation sera un facteur important. Avant, j'allais à l'Université Carleton. Je connaissais quelqu'un dans l'école de travail social et j'allais faire une présentation à chaque année, au moins sur la recherche et la réunion. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire? Qu'est-ce que ça signifie? Wendy Rowney? Ce qu'on recherche vraiment, c'est la reconnaissance. La reconnaissance que ces choses se sont produites. Reconnaissance que ça se produit dans un autre format et reconnaissance que vous soyez une mère ou un père qui a donné un enfant en adoption. On n'en a pas parlé beaucoup d'eux, mais ils étaient systématiquement exclus du processus, même lorsque la mère, lorsque les parents étaient un couple et que le père voulait être là, normalement, on ne lui permettait pas. Alors que vous soyez une mère, un père ou l'enfant adopté, c'est quelque chose qui a un effet quotidien sur nos vies. Pour beaucoup d'enfants adoptés, il y a eu des grands avantages, mais il faut aussi juger ça en fonction des pertes qu'il y a eu, des effets que ça a sur la vie des gens. Une partie de cette reconnaissance consiste à reconnaître le droit des gens de se connaître. On n'est pas une catégorie spéciale de personnes, on n'a pas besoin de loi spéciale pour nous protéger. Je n'ai pas besoin d'une loi qui me dit qui je peux ou pas connaître, surtout lorsque cette personne est celle qui m'a donné naissance. Ça ne veut pas dire que je vais avoir une excellente relation avec elle, ça ne veut pas dire que même je vais avoir une quelconque relation avec elle, mais tout ce que ça signifie, c'est qu'on reconnaisse, que le Canada reconnaisse que toutes les personnes ont le droit de savoir qui ils sont et que les parents ont le droit de savoir qui sont leurs enfants. Très bien dit. Sandra, et ensuite je vais terminer avec Valérie. L'importance des excuses également, c'est que nos fils et nos filles sachent qu'ils étaient désirés
parce qu'ils ont été abandonnés par nous, mais ce n'est pas la vérité. C'est important dans les excuses. Et pour leur vie, et pour eux également. Valérie, je voulais seulement dire, suite à la question, est-ce que le gouvernement... Oui, à 100%. Le gouvernement devrait le reconnaître, valider le fait que ces choses se sont produites. Les réparations pourraient se faire sous différentes formes. Les maires à qui j'ai parlé, je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez. On a fait un sondage. Qu'est-ce que vous voulez de la part des églises et du gouvernement? Et je pense que Wendy l'a bien dit, la reconnaissance, la validation. Parce que ce sont des choses si choquantes. Parfois, les gens ne croient même pas que ces choses se sont vraiment produites. Elles se sont vraiment produites. Alors, c'est pourquoi on fait la recherche pour le démontrer. Et c'est pourquoi on utilise l'enquête sénatoriale de l'Australie pour avoir la crédibilité. Donc, la reconnaissance, la validation. Et oui, les réparations pour les maires. Je ne connais pas de mères qui cherchent particulièrement de l'argent, mais elles veulent de l'aide. Avec des problèmes de santé mentale, ça c'est une des choses qu'on entend souvent pour ce genre de traumatisme, que ce soit le EMDR ou autre thérapie qui existe. Alors, oui, le gouvernement devrait faire ce qu'a fait l'Australie. Très brièvement, de combien de maires est-ce qu'on parle? Désolé, il y a d'autres mains levées. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour un deuxième tour? Le sénateur Dean, Petitclerc, Menard, Duffy, Poirier pour un deuxième tour. Sénateur Monson, vous aviez une question rapide. De combien de maires est-ce qu'on parle? Lorsqu'on parle des pensionnats, oui, c'est un bon point, Mike. On parle des pensionnats, des excuses, on connaît les chiffres. Alors, j'aimerais connaître le chiffre. Bien, ma recherche démontre qu'entre 1940 et 1970 au Canada, plus de 300 000 maires ont été touchés par ces politiques et ces pratiques qui étaient illégales, non éthiques et qui ne respectaient pas les droits de la personne. Ça ne veut pas dire qu'il y a 300 000 femmes diront... Bon, certaines disent, moi j'ai fait ça, mais je pense que c'était la meilleure chose pour mon enfant. On ne peut pas dire que toutes les femmes, on sait que 300 000 femmes ont été touchées par ces politiques. Et ces enfants ont été adoptés. Ces enfants ont été adoptés. Ce sont les chiffres d'adoption de 1940 à 1970 au Canada. Des mères célibataires et de nombreuses provinces avaient séparé ces chiffres. Si on regarde dans les registres de l'Ontario, il y a les adoptions des mères célibataires. On peut passer, regarder les chiffres année par année et faire la somme. Sénateur Dean, merci. Pour poursuivre sur un même thème, premièrement, comme mes collègues, je suis certain que c'est douloureux pour vous de partager ces histoires. Ce sont des histoires dures. C'est très important que vous soyez ici. On a entendu les histoires. Et Valérie, vous nous avez présenté le contexte. Dans la période d'après-guerre. C'est peut-être pas inhabituel à l'époque. C'était basé sur la moralité, la religion. Et ça semble avoir été systémique pour toutes ces raisons. Et ce n'était pas éthique. Et ça allait peut-être même plus loin. On entend parler de l'importance de la reconnaissance et de l'importance de l'appui nécessaire pour les personnes touchées et
qui doit vivre avec les conséquences de ces pratiques. On va entendre nos collègues australiens, ça sera important. On vous entend, vous, et vous nous dites qu'on doit les écouter. Mais je voulais parler de la notion d'excuse et des excuses qui sont inclusives. Et nous pouvons certainement tirer des enseignements de l'expérience de l'Australie pour que ces excuses soient inclusives. Mais comme tout est question de culture précise, de culture, comme tout est question de culture, je voudrais savoir ce que vous entendez par l'inclusivité. Et si vous n'êtes pas prêt à nous offrir ces conseils, nous vous invitons à nous offrir ces conseils a posteriori par écrit. Alors, d'après vous, qu'est-ce que sont des excuses inclusives? Oui, alors vous pouvez toujours répondre a posteriori par écrit. Ça y est, sénateur Dean? Oui, merci. Alors, deuxième tour de questions, en commençant par la sénatrice Petitclerc. In fact, the question I had when I put my name has been mostly answered. En fait, ma question a été répondue. Je m'inquiétais du fait que ce tort historique n'avait pas été reconnu pour ce qui est de la guérison. Et vous avez dit que le soutien dont vous avez besoin pour entamer ce processus de guérison, soit par voie de financement, soit par voie de reconnaissance, n'est pas entamé. C'était ma question, mais vous y avez répondu. Et puisque nous n'en avons pas parlé, qu'en est-il des pères dans ce dossier? Ou ces pères sont-ils exclus de vos discussions? Les pères sont-ils organisés? Parce qu'on n'a pas parlé des pères. On dirait que les pères ont tout simplement disparu dans la nature. Mais j'imagine que les pères aussi souffrent des séquelles. D'après mon expérience, les pères biologiques souvent n'étaient pas au courant du fait qu'ils étaient pères. Si la mère était célibataire et qu'elle indiquait le nom du père sur l'acte de naissance, ce nom était retiré de l'acte. Elle n'avait pas le droit de nommer le père s'il était célibataire. Par contre, s'il était marié, c'était le nom du mari qui paraissait sur ce document, même s'il n'était pas le père biologique. Car tout enfant né d'une femme mariée est considéré comme l'enfant du mari. Et nous nous sommes toujours plaints de la radiation d'informations d'un document officiel qui est signé et tamponné. Donc les pères ont été systématiquement exclus de ces discussions. Un grand nombre des pères était nommé comme le PF, le père putatif, car c'est la mère qui donnait l'information. Donc le père putatif, ne s'est pas présenté à la réunion. Toute l'information vient de la mère. La mère impute la paternité à tel homme.
Et de toute façon, les mères étaient encouragées à ne pas faire participer le père. J'ai marié le père de mon enfant plusieurs années plus tard. Il s'est adressé aux services sociaux pour leur dire que sa petite amie était enceinte. Et l'intervenante sociale, qui était une bonne sœur, lui a répondu que ce n'était pas son problème, c'était mon problème à moi et que c'était pas de ses affaires. J'habitais à Ottawa. Il m'a accompagné aux services sociaux. Et lorsque à Thunder Bay, il a demandé de faire enregistrer la naissance de notre fille, on lui a refusé de mettre son nom sur l'acte de naissance. Donc les pères sont tout à fait évacués. Wendy. J'ai parlé à un grand nombre de pères. Et souvent, leur expérience est semblable à celle des mères. Ils se sont sentis démunis, impotents, exclus. Mais ils ne savaient pas quoi faire. Franchement, combien de garçons de 17 ou 18 ans savent quelles questions poser et savent quels sont leurs droits? Un grand nombre de pères se disent s'être sentis émasculés et du fait de ne pas avoir su protéger leur enfant et la femme qu'ils aimaient. Car à l'époque, on considérait que c'était le rôle de l'homme de défendre sa femme et son enfant. Et comme ils n'ont pas su défendre leur femme et leur enfant à une époque cruciale de la vie, eh bien, ils ont passé le reste de leur vie à se sentir châtrés. La plupart d'entre eux ont souffert en silence, car ils étaient humiliés et ils avaient honte de ne pas s'être battus plus fort. Les femmes ici disent qu'elles n'avaient aucun choix, on ne leur avait pas donné de choix. Eh bien, les garçons non plus n'ont pas eu de choix. Un choix implique deux options. Eh bien, on ne leur a pas donné deux options, on leur a donné tout simplement une option. Or, ils ont l'impression qu'ils auraient pu et dû faire quelque chose, même si à l'époque, franchement, ils ne pouvaient rien faire. Et donc, ils sont encore plus hésitants que les mères à obtenir de l'information, à rechercher de l'information sur leur enfant. Et même lorsqu'ils recherchent de l'information sur leur enfant, souvent, on ne peut pas les aider parce que leur nom ne figure pas sur l'acte de naissance et donc la Children's Aid Society ne reconnaît pas leur droit à l'information. Alors, nous touchons à 21h, donc il faut accélérer. Sénatrice Bernard, vous avez une autre question? Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir à la déclaration de Madame Andrews. En réponse à ma question précédente, vous dites que les mères racialisées n'avaient pas les ressources pour élever leurs enfants. Or, les familles racialisées que j'ai connues auraient probablement une propre opinion à cet égard. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer votre réponse? Et qu'en est-il des enfants interraciales? En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que dans les années 40 à 60, moi je parle de la période des années 40 à 60. Je ne sais pas si c'est la même cohorte que celle avec laquelle vous avez travaillé. Je sais qu'en Nouvelle-Écosse, la plupart de ces foyers pour mères célibataires étaient, remplis de
filles blanches de classe moyenne. Et les femmes qui y étaient vous confirmeraient qu'il n'y avait pas de mère de couleur. Bon, alors en Nouvelle-Écosse, il y avait des foyers de maternité privés. Bon, alors nous savons que maintenant que le système de bien-être des enfants est très racialisé, que les enfants racialisés et autochtones représentent une écrasante majorité dans le système. Mais à l'époque, au Canada, dans d'autres provinces, pas nécessairement la Nouvelle-Écosse, la population noire était très faible, très petite. Mais d'après mes recherches, je puis vous dire que les femmes noires étaient peut-être moins pressionnées que les femmes blanches parce qu'elles n'avaient pas accès à ces foyers de naissance. Votre expérience est-elle différente? Oui. Pour cette période, la même période des années 40 et 60? Eh bien, certainement les années 50 et 60. Connaissez-vous l'organisation, l'association des intervenantes sociales noires? Je suis l'une des membres fondatrices de cette organisation. Oui, je le sais. Et je sais également que les intervenantes sociales noires aux États-Unis voulaient des maisons de naissance pour les Noirs, les femmes noires. Mais bon, malheureusement, ces foyers séparaient les mères de leurs enfants. Mais je puis me pencher sur la question. Je ne suis pas experte pour ce qui est de la Nouvelle-Écosse. Mais j'ai vu un document du gouvernement de la Nouvelle-Écosse qui indique que et je cite, nous avons été surpris d'apprendre qu'il y avait une fille noire dans cette maison de naissance. Il semble que c'était une anomalie, donc. Mais peut-être que ma recherche est trop limitée. Alors, 2 autres questions et je vous demande d'être très bref et nous allons poser les 2 questions en même temps. Sénateur Poirier-Duffy. Oui, alors 2 questions combinées en une seule. Alors, vous avez demandé des excuses et une reconnaissance du gouvernement. Est-ce que vous en avez parlé à l'Église? Avez-vous demandé ce même genre d'excuses et de reconnaissance à l'Église? Et deuxièmement, combien de mères séparées de leurs enfants ont pu se retrouver leur bébé? Et maintenant, la question du sénateur Duffy. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous nos témoins. Alors, si nous avons appris une chose ici, et ce qui sera dit sur CEPAC qui diffusera cette réunion, est que les enfants qui ont été adoptés et les mères qui n'ont pas encore retrouvé leur enfant, j'espère qu'ils pourront tous se rechercher les uns les autres. J'ai reçu 2 appels de personnes qui ont essayé de retrouver leur mère biologique, qui ont effectivement retrouvé leur mère et ont essayé de lui parler et se sont fait rejeter par leur mère. Pourquoi? Probablement parce que ces mères ont été humiliées et elles sont encore humiliées et elles ont encore honte. Je pense que les mères rejettent leurs enfants à cause de la honte qu'on leur a fait sentir. Et cela confirme bien vos dires au sujet de la
honte. Alors, les réponses des témoins, s'il vous plaît. Je voudrais répondre au sénateur Duffy. En fait, ce n'était pas une question. Eh bien, je viens de faciliter 2 réunions avec des mères de 91 ans. Et ces 2 femmes avaient dit qu'elles ne souhaitaient pas être contactées par les services sociaux provinciaux. Premièrement, parce que leurs enfants étaient maintenant... parce que leurs enfants n'étaient pas au courant du fait qu'elles avaient eu un autre enfant auparavant. Et pourtant, les 2 enfants adoptés ont su retrouver leur mère grâce à leurs propres efforts et ont communiqué avec leur mère qui leur a dit « Je suis heureuse que vous m'ayez recherché, mais ne parlez pas à vos frères et sœurs, ils ne sont pas au courant. » Et donc, à 91 ans, ces femmes avaient encore honte. Et donc, si les mères rejettent leurs enfants, ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas leurs enfants, c'est parce qu'elles ont trop honte, même après tout ce temps-là. Bon, qu'en est-il des églises? Et nous allons entendre une église comme témoin, l'Église unie. La deuxième question était quelle proportion de mères se réunissent avec leurs enfants, retrouvent leurs enfants? Eh bien, concernant les églises, eh bien, une église a organisé un panel multisectoriel. L'église presbytérienne. Bon. Et on y a entendu des mères de diverses religions qui avaient donné naissance dans des foyers d'accueil. Et les églises, bon, elles prêtent une oreille très compatissante, mais elles ne font pas grand-chose, sauf pour l'Église unie, qui a été quand même assez active et qui a collaboré avec nous et qui reconnaît et valide les expériences de ces mères et de ces enfants. Donc oui, nous avons essayé d'intéresser les églises et nous regrettons de vous dire que aucune église n'a bien voulu nous accompagner ici ce soir, sauf pour l'Église unie. Il faut dire également que les administrations provinciales ont également refusé de comparaître. Mais nous allons néanmoins entendre la Children's Aid Society, la protection de l'enfance du Québec et demain l'Australie. Avant de remercier nos témoins, sachez, chers membres du comité, que je déposerai une motion au Sénat. Le projet de loi C-45 occupera l'essentiel de nos jours au cours des prochains mois. Et donc, nous aurons besoin de tenir des réunions spéciales. Et donc, je vais déposer une motion à cet effet pour prévoir des réunions même pendant la séance du Sénat. Donc des nouvelles réunions de notre comité et des prolongations de réunions prévues également. Alors, il nous reste 1 minute pour répondre à la deuxième question. Réponse inaudible. Et comme je l'ai dit, des gens communiquent avec nous, nous posent toutes sortes de questions et on n'a plus de leurs nouvelles. Parfois, c'est moi qui les relance et je leur demande s'ils ont réussi à retrouver leur famille. Et je rappelle 20 ans plus tard, ils me disent « Mais oui, j'ai retrouvé ma fille, voilà 10 ans. » Alors, vous avez toutes les 5 été formidables. Vous avez considérablement enrichi notre réflexion. Vous nous avez enrichi de votre expérience personnelle, de votre recherche. Votre témoignage nous a été précieux. Alors, nous résumons demain à 16h15 et nous entendrons le gouvernement de l'Australie. Et sur ce, la séance est levée.